quand on s'est rencontrés, quand vous êtes intervenu de manière très modeste, récemment à l'occasion d'une rencontre, un hommage que le Forum France-Algérie vous a rendu le 23 avril dernier, qui est hommage aux militants anticolonialistes dont vous faites partie, aux côtés de deux autres personnes qui étaient là ce soir, qui sont Alice Cherki et Nélif Forger. Et je me suis posé la question, quel était votre lien avec l'Algérie? Parce que vous êtes né en 1933 en Suisse, à Lausanne, d'un père suédois et d'une mère française. Oui. Quel est le premier contact dont vous vous souvenez avec l'Algérie? Vous étiez sensible déjà à ce qui se passait en dehors de votre pays de naissance? Non, ce à quoi j'étais assez sensible aux questions politiques. Hein, donc, mais vous étiez jeune, parce que l'Algérie, c'est 54. Oui, bien sûr, oui, 54, oui. Bon, j'avais quand même 21 ans à ce moment-là, mais j'étais encore jeune. Oui. Non, mais disons que le processus qui m'a amené à la question algérienne, bon, il y a d'abord un intérêt aux questions politiques en général, aux questions internationales, et j'ai beaucoup appris, non pas tellement dans la presse suisse, parce qu'elle était très conventionnelle à l'époque, mais en lisant le petit journal qui s'appelait à l'époque L'Observateur, qui est ensuite devenu Nouvel Observateur, etc. Mais à l'époque, c'était un petit journal, un petit format, dans lequel il y avait notamment Claude Bourdet et Roger Stéphane. Et ça a été un peu sur la question du colonialisme, ça a été ma lecture d'apprentissage. C'était dans un premier temps la guerre du Vietnam, la première guerre du Vietnam. Donc, j'ai été formé à comprendre le colonialisme vraiment par la lecture de l'Observateur, qui à l'époque avait une toute petite diffusion. Enfin, à Lausanne, il y avait un kiosque qui défendait, j'étais tombé par hasard dessus, et j'allais à ce kiosque l'acheter régulièrement. Donc j'avais, sur les questions coloniales, j'avais un intérêt, une préoccupation. Quand il y a la guerre d'Algérie, c'est évident, je n'avais jamais rencontré un Algérien. Jamais. Donc c'est pas qu'il y avait des liens avec qui que ce soit. D'abord, à Lausanne, il y avait à l'époque, après 1954, il y a un certain nombre d'Algériens qui sont venus, mais avant il y en avait très peu, c'était très rare. Il y avait seulement les premiers éléments du FLN qui venaient à l'ambassade d'Égypte à Berne, mais avec lequel dont on ignorait tout. La question de l'Algérie, pour moi, est venue à travers sa lutte de libération, bien sûr, et l'intérêt que j'y portais, mais d'une manière totalement extérieure, parce que, bon... Alors, l'engrenage, effectivement, l'engrenage, c'est la publication de la question d'Alleg aux éditions Minuit et l'interdiction de la question. Comme je travaillais, j'avais des contacts avec Jérôme Lindon aux éditions de Minuit parce qu'on diffusait ses éditions en Suisse, je prends contact avec, après la saisie du livre, je prends contact avec lui, c'est là où il me dit, est-ce qu'il y a une possibilité de rééditer le livre en Suisse, pour deux raisons. La première, pendant la guerre 39-45, pendant l'occupation, en Suisse, il était réédité un certain nombre de livres, y compris les livres de Vercors, etc., étaient réédités en Suisse. Et deuxième, donc il y a une symbolique, et deuxième, il faut montrer au gouvernement français qu'il peut interdire, ça n'interdit pas que le livre paraisse ailleurs. Donc je lui dis oui, mais si je diffusais des livres, s'il y avait un intérêt pour le livre, j'avais pas d'édition, à ce moment-là, il n'y avait pas d'édition. Et après cette demande de Lindon, en lui ayant dit oui sans savoir s'il y aurait une concrétisation, je me suis dit, si je vais contacter des éditeurs suisses, lequel ils vont peut-être dire on va voir, ils vont attendre 2 mois, ils vont dire après ils vont pas, ça évente le projet de réédition de la question. Et je me suis dit, bon, il n'y a qu'une seule, très rapidement, je me suis dit, il n'y a qu'une solution, il faut la rééditer. C'est donc de là que les éditions sont nées, elles n'existaient pas avant. Donc, après la question,
entre parenthèses, j'avais pas d'argent, j'étais encore assez jeune. J'ai emprunté d'argent à ma mère qui m'a prêté pour payer le papier, l'imprimeur. Et bon, le livre est sorti. Et alors c'est là, très rapidement, je suis d'abord contacté par Louis Oran, qui était un des 3 qui avait fondé le mouvement Jeune Résistance, c'est-à-dire d'insoumis et déserteurs, refusant de faire cette guerre, et qui me dit, voilà, on est là. Alors j'apprends leur existence, parce qu'à ce moment-là, je ne le savais pas. En plus, ils avaient créé leur mouvement à Yverdon, donc pas très loin de Lausanne, où ils s'étaient réfugiés. Les jours qui suivent, je suis contacté par Robert Davzy, qui était quelqu'un des réseaux de soutien, qui me dit, voilà, alors lui, il était réfugié en Allemagne. Et alors, il est venu au nom de la Fédération de France, bon, est-ce que d'accord, des Algériens, le FLN. Bon. Alors pour moi, on peut éditer des livres sans se sentir concerné par ce qu'on édite, hein, mais ça n'est pas inconcevable, on ne peut pas engager les choses sans s'engager soi-même. Je pense, donc à l'un et à l'autre, j'ai dit oui. Et donc c'est là où j'ai rencontré mes premiers Algériens, hein, dans ce processus-là, voilà. Mais la cause, pour moi, était acquise avant, même si je ne les avais jamais rencontrés, si j'ai jamais eu la question, la saisie, enfin l'engrenage. La cause était acquise, mais par la question, c'est devenu concret sur le terrain de solidarité, de soutien, en publiant d'autres livres d'abord, et aussi en aidant les insoumis déserteurs, enfin, pour leur séjour en Suisse, mais aussi par le travail de réseau de soutien avec le réseau Janson et puis le réseau Curiel après l'arrestation de Janson. Je voudrais bien qu'on se remette aujourd'hui, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le referiez? Vous avez cette conscientisation, effectivement, et vos engagements, on le verra, vont vous coûter souvent des soucis, jusqu'au final à être expulsé à un moment de Suisse, c'est ça? Oui. Mais à 20 ans, est-ce que... Alors, qui disait on n'est pas sérieux, je crois que ça raconte, disait on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, je crois. Mais à 20 ans, aujourd'hui, vous vous mettez à la place d'un jeune de 20 ans, même si le contexte est différent et, et que des réseaux sociaux et que les médias sont là pour nous mettre au courant de choses. Mais voilà, ma question, si c'était à refaire aujourd'hui, vous le referiez? Ah oui, absolument, sans hésitation. Oui. Hein. Parce qu'on voit beaucoup de modestie, je reviens à cette rencontre, mais dans vos propos de manière générale, beaucoup de modestie sur votre implication, votre engagement. Je veux dire, tout le monde n'a peut-être pas forcément eu ce courage, en tout cas, ou cette inconscience de le faire à l'époque. Et vous le voyez, quand on vous interroge aujourd'hui, 60 ans, plus de 60 ans après l'indépendance, comme quelque chose que vous avez fait de manière tout à fait naturelle et sur lequel, effectivement, il n'y a pas eu d'hésitation au final. Non, il n'y a pas eu d'hésitation. Je dirais, je compléterai seulement par une chose. Je dirais, il ne faut jamais faire que ce qu'on est convaincu et qu'on a envie de faire. Il ne faut pas, dans ces situations-là, de guerre, de révolution, il ne faut pas se laisser conduire. Il faut contrôler sa place et son rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas une aventure. Ça doit être une chose réfléchie. Je le dis après, mais je pense que ça l'a été pendant. Hein, c'est tout. Pour certains, c'était une aventure. Pour moi, c'était pas une aventure. C'est une conviction. Malgré votre jeune âge, effectivement, et c'est un engagement. C'était une conviction. Parce qu'on connaît le côté neutre de la Suisse, qui vous peut-être, on va l'évoquer sans doute, qu'à un moment vous a failli vous créer des soucis, mais vous ne vous êtes jamais senti en danger. Vous n'êtes jamais dit j'aurais peut-être pas dû le faire, ou est-ce que dans quel... voilà, est-ce que... Non, parce que c'est là où je pense que la conviction l'emporte, parce que, bon, on peut parler justement, c'est intéressant, des autorités suisses. La Suisse, dans un premier temps, a été entièrement acquise à l'Algérie française. Puis, différentes circonstances, et l'évolution des événements, le recours à la torture par la France... bon, il y a eu des distances prises et différents petits accrochages. Mais tout en étant très intelligente, puisqu'elle a pu être, au moment des accords d'Évian, acceptée par les deux parties. Donc la Suisse a joué une politique très subtile. Mais enfin,
Elle a aussi évolué, sa question algérienne, sans le dire très ouvertement, mais plus favorablement. Mais il n'empêche que dès la question, j'ai été interrogé par la police suisse très régulièrement, qui m'interrogeait pour savoir, etc. Il y avait une pression, enfin, vous n'êtes pas suisse, vous éditez ces livres, vous savez, ça nuit à la Suisse. Oui, parce qu'on rappelle que vous êtes de l'Algérie. Il y avait cet aspect-là, qui deviendra beaucoup, on en parlera peut-être après, qui deviendra beaucoup plus tendu lorsque j'éditerai, après la guerre d'Algérie, d'autres livres qui touchent le tiers-monde. Les risques, alors, d'abord, on ne risquait jamais ce que les Algériens risquaient. Hein. Les Algériens risquaient la torture, la mort, etc. Je ne parle pas en Algérie, parce qu'en Algérie, même pour les Français, c'est bon. Mais en Europe, on ne risquait pas. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne risquait pas. La chose que l'on risquait, par exemple pour les avocats, comme Ould Daoudia qui a été assassiné, mais pour les autres avocats du collectif, pour les éditeurs, pour certains journalistes, etc., c'était l'attentat. Ça, c'est l'attentat, qui peut être l'attentat, disons, main rouge, c'est-à-dire des services français, ou l'attentat après OAS, beaucoup plus précis. Alors moi, je sais que, une fois, disons, l'inspecteur qui était coutumier, avec lequel j'avais souvent affaire, vient aux éditions, ce qui était rare, hein, et ce qui en général ne faisait pas, et me dit, voilà, on a une information que vous pouvez être l'objet d'un attentat. Donc, je viens pour vous proposer une garde rapprochée. Objectivement, dans ce moment-là, est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Je ne saurai jamais la vérité. Hein? Je ne peux pas connaître la vérité. Est-ce qu'il me dit ça parce que c'est une façon de me contrôler, y compris pour les travailleurs réseaux de soutien, etc. Je suis sous contrôle, donc je ne peux plus rien faire? Ou est-ce que vraiment, je ne sais pas. Alors je lui ai dit, écoutez, non, je ne veux pas de protection, mais si vous me dites que je suis menacé, donnez-moi le port d'armes. Hein? Ils me l'ont donné. Oh, vous y allez quand même, franchement. Enfin, hein? Rien ne vous fait peur, parce que le port d'armes, c'est quand même pas donné dans une aide. Non, il faut être sérieux. Maintenant, j'ai acheté un 635 qui ne sert strictement à rien. Hein? Face à un commando qui fait ce que vous voulez, le 635, il était dans un tiroir avec des balles et il n'est jamais sorti du tiroir. Bon, donc ils me l'ont donné. Est-ce que, parce qu'ils ne pouvaient pas dire autrement ayant fait l'offre, alors récemment, quelqu'un qui était en Allemagne à la Fédération de France à Bonn, donc avec l'ambassade, avec Afid Karaman, quelqu'un qui était là-bas m'a dit non, on avait l'information, c'est vrai. Et alors, bon, encore une fois, je n'en sais pas plus et je ne saurai jamais la vérité. Donc, mais la menace principale était celle-ci. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il faut faire ce dont on est convaincu. Si on a peur, il faut arrêter. Si on a peur, il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a peur est fragile. Alors, je lis bien, entre le moment en 1957, quand j'ai eu les premiers contacts, et le moment où il y a eu l'inspecteur qui vient me dire ça, en 1961, il s'est passé 4 ans. Et ces 4 ans durcissent, mûrissent. Hein. J'aurais peut-être pas réagi à la même chose en 1957 qu'en 1961. Tous les militants algériens, c'est ça, ils sont là-dedans. La chose devient normale. L'arrestation devient normale. Hein. Quand j'étais arrêté à Lyon, c'était normal. C'est dans les possibilités et les évidences. Donc on se conditionne aussi. Hein, on se conditionne, on s'auto-conditionne. Donc je ne pense pas que c'est... alors, encore une fois, on a peur ou on n'a pas peur. Si on n'a pas peur, ce n'est pas une preuve de courage. C'est toujours la conviction qui vous fait que... voilà. Je crois. Hein? La première fois que... Alors, je fais peut-être des points un peu rapides, mais je reviendrai sur d'autres questions. À quelle occasion vous allez la première fois en Algérie? En 1962, après l'indépendance. C'est la première fois.
enfin, très vite après, mais après, juillet, en octobre, septembre-octobre, 62. C'est la première fois. Ça n'avait jamais été avant. À l'occasion d'un voyage... Non, alors je suis allé parce que je voulais aller en Algérie, je voulais voir. Donc là, j'ai eu mes papiers. C'est le Croissant Rouge algérien qui donnait les papiers à l'époque. Il n'y avait pas encore d'ambassade, il n'y avait encore rien. Et j'avais des amis à y voir. Et non, je suis allé... il y avait aussi des livres en route. Enfin, et puis il y avait aussi la proposition de Vergès, qui à ce moment-là était dans la phase de préparation de révolution africaine, et qui voulait me voir pour me demander si je voulais bien avoir le bureau de la révolution africaine en Suisse, comme il y avait un bureau à Paris, un bureau à Accra, enfin des choses comme ça. Enfin, les éditions étaient le siège du bureau, voilà. Donc il y avait des raisons concrètes et pratiques, et puis retrouver des amis que j'avais connus en Suisse, qui étaient rentrés en Algérie, bien sûr. Voilà. La première image que vous gardez de l'Algérie, s'il y en a une particulière. Vous êtes parti de Suisse, c'est ça vous avez De Suisse, oui. Il y a du reste une petite anecdote là-dessus. Pour ne pas passer par Paris, où j'étais en France, j'étais interdit. Vous auriez pu avoir quelques soucis. On prenait l'avion par Rome et pour aller à Alger. Et on était à l'aéroport de Genève, il faisait un ciel bleu, et on nous dit l'avion qui partait de Zurich, Genève, Rome n'atterrit pas en raison du temps à Genève, va directement sur Rome. Alors je suis allé j'ai dit voilà, moi je dois aller à Alger, et j'ai dit aussi à la société suisse, j'ai dit voilà, mais je suis interdit en France. J'ai des papiers pour aller en Algérie, mais je suis interdit en France et je ne peux pas faire escale à Paris. Il m'a dit, on assure votre transfert. Donc je suis allé à Paris, je continuais. Effectivement, je ne voyais pas la douane française, mais il y avait un changement. Mais je prenais un avion français après. Donc voilà, la première fois que je suis allé à Alger. Mais c'est des petites anecdotes. Voilà. Donc... ma première impression, j'ai découvert ce pays. En fait, les Algériens, je les connaissais déjà. Oui. Parce que pendant 4-5 ans, on avait quotidiennement... Vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous avez entre autres soutenu matériellement les... j'entends, humainement, je les connaissais déjà. Donc j'étais... arrivant à Alger, je retrouvais ceux que j'avais connus pendant 4-5 ans, qui étaient en exil, maintenant chez eux à ce moment-là. Mais ça m'a permis il y a des moments touchants. Je me souviens là, des amis qui habitaient la Casbah, vraiment la Casbah. Je vais les visiter dans leur maison, et la mère qui était âgée, leur mère qui était âgée, à un moment donné, il vient vers moi, elle avait mis le petit triangle, puis elle m'a dit, elle sortait faire des courses. Et elle m'a dit, vous savez, je sais que ça ne se met plus, mais c'est mon cache-vieillesse. Effectivement, sa fille n'avait pas de... Voilà, donc c'est ça. Des anecdotes. Sur les relations franco-algériennes, vous n'aimez pas du tout qu'on utilise le mot réconciliation? Ah non, je suis d'accord avec la réconciliation. La réconciliation, je pense qu'aujourd'hui, elle n'a pas de sens. Aujourd'hui. Ça, c'est des conversations, des discussions que l'on a eues, et même... je peux te dire, c'est une conversation il y a 20-30 ans. À Alger, j'étais avec Omar Boudaoud, qui avait dirigé la Fédération de France dans la période, et qui m'a dit une chose très juste. La réconciliation était possible entre ceux qui s'étaient combattus. Après, elle n'a plus de signification. Et c'est vrai. C'est profondément vrai. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune Algérien ou pour un jeune Français, réconcilier quoi? Il y a tout le discours de haine ou de fraternité qui a pu exister, mais pour ni l'un ni l'autre, ça a une signification réelle. Parce que mais par contre, pour ceux qui ont fait la guerre, côté français comme côté algérien,
y compris l'armée, les soldats, les généraux français. Là, il y avait un dialogue de réconciliation possible. Aujourd'hui, s'il y a un problème de réconciliation, il est d'abord entre les Français, hein, c'est là où il y a encore des vrais problèmes. Mais je crois que l'Algérie et la France, quelle signification ça a pour un jeune Algérien qui a envie de venir en France, effectivement, qui n'a pas de visa? La réconciliation, c'est pas grand-chose. Et voilà. Donc c'est là où le mot réconciliation me semble hors temps par rapport, alors qu'il aurait dû être nécessaire. Et c'est vrai qu'entre les années 60, même 70 et après, c'est la France qui a fait obstacle à la réconciliation. C'est toujours le réflexe, gardant une attitude coloniale, de supériorité, etc., qui a fait que ça n'a pas été possible. Hein. C'est l'exemple, justement, quand j'en ai parlé avec Boudaoud, c'était au moment où on avait négocié, il y avait une négociation. Après, l'avion a résonné à Marseille, il n'y avait plus de vol Air France vers Alger. Et il y a eu une première négociation pour établir les vols Air France vers Alger. Et une des demandes des Français était de mettre des CRS dans les aéroports algériens. On ne peut pas demander ça à un pays. Aucun pays n'admet d'avoir des CRS ou des policiers sur leur sol. Voilà, hein. Donc cette demande, c'est un refus de réconciliation. Voilà, c'était l'exemple. C'est de là qu'est partie notre discussion avec Boudaoud. Je pense que l'obstacle a été d'abord français. C'est vrai que c'était plus facile aux Algériens qui avaient acquis leur indépendance qu'aux Français qui avaient perdu leur colonie. Et puis le détournement d'avions Air France a coïncidé avec le début de la décennie noire, bien sûr, l'escalade et il y avait beaucoup de le choses. fait de stigmatiser. Voilà. Donc, c'est pas que le mot réconciliation, je ne suis pas opposé à ce mot. Mais je pense qu'il est hors temps maintenant. Oui. Comme certains mettent à l'index ce qu'on appelle la rente mémorielle. À un moment, il faut sortir de cette question, bien sûr, voilà. Qui peut être un fonds de commerce pour certains, mais qui n'encourage pas. Aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il y a un côté artificiel dans la réconciliation parce que c'est des gens qui parlent en fait qui ne se sont pas combattus. Voilà. Donc c'est ce qu'on a appelé entre le côté algérien et les martiens. Voilà, oui, c'est ça. Absolument. Voilà la raison pour laquelle j'ai. Ce mot ne convient pas. Je voulais revenir sur l'aspect. Vous avez édité effectivement des livres qui étaient interdits en France, et vous avez également, moi je l'ai découvert lors toujours de la rencontre, le match du 23 avril dernier, vous avez soutenu matériellement beaucoup de combattants algériens. Enfin, surtout la chose principale, c'était le travail des réseaux de soutien, bien sûr, il y avait d'une part le transfert de blessés ou d'évadés ou de responsables qui devaient passer la frontière, donc qui passaient la frontière en Belgique, en Allemagne ou en Suisse. Et donc, il fallait accueillir les Algériens, entre autres ceux qui étaient des évadés, qui s'évadaient des prisons, c'est le plus souvent ça. Après, on les accueillait, on les hébergeait. Ensuite, il fallait les transférer avec l'organisation suisse du FLN où ils étaient dirigés vers l'Allemagne ou vers Tunis. Il y avait ce travail-là. Il y avait aussi, on a fait des impressions du Moudjahid, la diffusion du Moudjahid, parce qu'à un moment donné, les Algériens ont souhaité qu'il y ait des exemplaires de Moudjahid en France pour montrer aux militants, etc., leur journal, qui n'était naturellement pas diffusable en France. Donc ça aussi, il a fallu l'imprimer ou le recevoir de Tunis et le rentrer en France. Racontez-nous quel subterfuge vous utilisez pour faire rentrer des exemplaires d'El Moudjahid. Alors là, il y avait des passeurs qui étaient français quelquefois, mais qui étaient suisses aussi. Hein. C'est-à-dire que il faut dire que le FLN, au point de vue d'organisation, était extrêmement bien organisé. Ils ont appris effectivement le temps est joué à leur faveur. Là, je pense, je suis convaincu
que cette organisation qui a permis l'indépendance, hein, si ça avait été plus foireux, il n'y avait pas l'indépendance possible contre une puissance comme la France, parce que c'est pas n'importe quelle puissance, la France, à ce moment-là. Et donc, je suis convaincu que c'était possible parce que c'était les 22 qui ont déclenché la lutte étaient tous de l'os, tous de l'os. Et c'est parce qu'ils ont mis la discipline de l'os dans l'organisation de l'UFLN que sinon c'est pas si simple d'organiser. Je crois que c'est la clé, hein, qui a fait. Et donc il y avait cette discipline de l'os dans toute le FLN. Donc le FLN était très fortement organisé. Il y avait une très grande discipline. Et donc il y avait pour les transports, pour le transport de fonds, dans un premier temps, parce qu'après les transports de fonds se faisaient de manière beaucoup plus directement par le système bancaire, mais dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu les valises mais ça, c'était un moment folklorique au départ, mais après, ça se fait différemment. Mais pour les hommes, pour le matériel, ça a continué par des pasteurs. Alors, c'est ça à quoi servent les réseaux de soutien, hein, de Janson et Curiel, et ceux qui ont quand même, certains étaient condamnés à 10 ans de prison, hein, c'était pas un engagement mineur.